Derrière chaque comportement évitant se cache une logique émotionnelle précise que peu de gens comprennent vraiment. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas un manque de capacité d'aimer. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe et paradoxalement de beaucoup plus humain. L'évitant n'est pas quelqu'un qui refuse l'amour par principe. C'est quelqu'un qui a développé un système de protection émotionnelle si sophistiqué qu'il peut aimer intensément tout en maintenant une distance qui lui permet de survivre psychologiquement. Comprendre cette vraie raison change tout sur la façon dont nous interprétons ses actions. Ce que vous allez découvrir n'excuse pas ses comportements, mais révèle la mécanique interne qui les génère. Une mécanique qui s'est construite non pas par choix, mais par nécessité de survie émotionnelle, et qui continue de fonctionner longtemps après que le danger original ait disparu. La vraie raison derrière le comportement évitant ne commence pas à l'âge adulte, dans ses relations amoureuses. Elle prend racine beaucoup plus tôt, dans un moment où l'enfant qu'il était a compris une leçon fondamentale sur l'amour, que l'amour peut faire mal, que la vulnérabilité peut être dangereuse et que la sécurité émotionnelle dépend de sa capacité à ne pas avoir besoin des autres. Cette leçon ne s'apprend pas forcément dans des situations dramatiques. Elle peut naître d'une mère trop occupée pour répondre à ses besoins émotionnels, d'un père absent physiquement ou émotionnellement, de parents qui récompensaient son indépendance et ignoraient ses moments de vulnérabilité. L'enfant apprend alors que l'amour est conditionnel, qu'il faut le mériter, et surtout qu'il ne faut jamais le montrer qu'on en a besoin. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, avait identifié ce phénomène comme faisant partie de ce qu'il appelait l'ombre, cette partie de notre psyché que nous refoulons parce qu'elle nous semble inacceptable ou dangereuse. Pour l'évitant, le besoin d'amour et de connexion devient cette ombre qu'il doit cacher, même à lui-même. Jung expliquait que plus nous refoulons une partie de nous-mêmes, plus elle devient puissante et incontrôlable dans l'inconscient. L'évitant développe ce que Jung appellerait un complexe autour de l'attachement, un ensemble organisé d'émotions, d'images et d'idées qui fonctionnent de manière autonome dans l'inconscient. Ce complexe se déclenche automatiquement chaque fois que l'intimité devient trop réelle, créant ces comportements de retrait qui semblent venir de nulle part. Selon la théorie jungienne, ce mécanisme de défense devient également un archétype personnel, un pattern psychologique si profondément ancré qu'il influence toutes ses relations futures. L'archétype de l'isolé autosuffisant prend le contrôle chaque fois que son système détecte une menace d'intimité, répétant les mêmes stratégies de protection qui ont fonctionné dans l'enfance. Ce qui se grave dans son système nerveux, c'est l'équation vulnérabilité égale danger. Montrer ses besoins, risque d'abandon, avoir besoin de quelqu'un, la possibilité de souffrance. Ces équations deviennent des vérités absolues dans son inconscient, des lois non négociables qui gouvernent toutes ses relations futures. L'enfant évitant développe alors une compétence remarquable, la capacité de s'auto-apaiser, de gérer ses émotions sans aide extérieure, de transformer ses besoins d'attachement en indépendance apparente. Il devient expert dans l'art de ne pas avoir besoin, même quand le besoin est légitime et normal. Cette adaptation, qui était brillante pour survivre dans son environnement d'origine, devient problématique à l'âge adulte. Mais son système nerveux ne fait pas la différence entre le passé et le présent. Il continue d'interpréter l'intimité comme un danger, l'amour comme une menace potentielle et la vulnérabilité comme quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Ce qui est tragique, c'est que cette adaptation s'est faite non pas parce qu'il ne voulait pas d'amour, mais précisément parce qu'il en voulait désespérément. Son système évitant s'est construit comme une armure autour d'un cœur hypersensible, d'un enfant qui avait besoin d'amour, mais qui a appris que montrer ce besoin était dangereux. Comprendre cette origine change complètement la perspective sur son comportement adulte. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la survie émotionnelle. Ce n'est pas qu'il ne ressent pas, c'est qu'il a appris que ressentir ouvertement était risqué. Cette leçon d'enfance devient un filtre à travers lequel il interprète toutes ses relations adultes. Quand vous vous rapprochez de lui, son système interne active automatiquement les mêmes mécanismes de protection qui l'ont aidé à survivre enfant. Il ne choisit pas consciemment de s'éloigner, c'est son système nerveux qui le fait pour lui.
La vraie raison derrière son comportement évitant, c'est qu'il porte encore en lui cet enfant qui a appris que l'amour était quelque chose qu'il fallait gagner sans jamais le montrer qu'on en avait besoin. Et cet enfant intérieur continue de diriger ses réactions émotionnelles, même quand l'adulte qu'il est devenu désire profondément la connexion qu'il évite. Le système de défense de l'évitant fonctionne comme un radar émotionnel ultra sensible qui détecte les menaces d'intimité avant même qu'elles ne deviennent conscientes. C'est un mécanisme si automatique et si subtil qu'il peut saboter une relation avant même que l'évitant se rende compte de ce qui se passe. Ce système fonctionne en couches. La première couche est la détection précoce. Son inconscient scanne constamment l'environnement relationnel pour détecter des signes d'intimité croissante. Quand vous commencez à avoir des attentes, quand vous montrez plus de vulnérabilité, quand vous parlez d'avenir, son système interne commence à s'activer, même si consciemment, il ne ressent rien d'anormal. La deuxième couche est l'interprétation automatique. Son cerveau traduit automatiquement vos gestes d'amour en signaux de danger potentiel. Votre besoin de passer plus de temps ensemble devient possessive. Votre désir de parler de vos sentiments devient « elle me met la pression ». Votre vulnérabilité devient « elle attend que je m'ouvre aussi ». Ces interprétations ne sont pas conscientes, elles se font en arrière-plan. La troisième couche est l'activation des mécanismes de protection. Une fois que son système a détecté et interprété la menace, il active automatiquement des comportements de protection, distanciation émotionnelle, critique interne de la relation, besoin soudain d'espace, remise en question de la compatibilité. Ces réactions lui semblent naturelles et justifiées. Il ne réalise pas qu'elles sont des réponses automatiques de protection. Ce qui est particulièrement sophistiqué dans ce système, c'est qu'il est conçu pour éviter la conscience directe de ce qui se passe. L'évitant ne se dit pas « je m'éloigne parce que j'ai peur de l'intimité ». Il se dit « j'ai besoin d'espace parce que je me sens étouffé » ou « je remets en question cette relation parce que nous ne sommes pas compatibles ». Son système lui fournit des justifications rationnelles pour des réactions irrationnelles. Cette défense invisible fonctionne aussi par anticipation. Il n'attend pas que l'abandon arrive, il se prépare à l'abandon. Il n'attend pas que vous le rejetiez, il crée les conditions pour pouvoir partir avant que vous ne partiez. Son système de défense lui murmure constamment « protège-toi avant qu'il ne soit trop tard », même quand il n'y a aucun signe réel de danger. Le système a aussi une fonction de régulation émotionnelle automatique. Quand il ressent trop d'amour pour vous, son système active automatiquement des pensées qui refroidissent cette émotion. Il se concentre sur vos défauts. Il se rappelle pourquoi la relation pourrait ne pas fonctionner. Il imagine des scénarios où vous le quittez. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la régulation émotionnelle involontaire. Ce qui rend ce système particulièrement difficile à détecter, c'est qu'il utilise la logique pour justifier des réactions émotionnelles. L'évitant peut vous donner des raisons très rationnelles pour expliquer pourquoi il a besoin d'espace, pourquoi il remet en question la relation, pourquoi il se sent incertain. Ces raisons peuvent même être partiellement vraies, mais elles masquent la vraie cause, son système de protection émotionnelle qui s'active automatiquement. Ce système de défense invisible est aussi auto-renforçant. Chaque fois qu'il évite une situation d'intimité et que rien de mal n'arrive, son système considère que la stratégie a fonctionné. Il ne peut pas voir que peut-être rien de mal ne serait arrivé même s'il était resté ouvert. Il ne peut voir que les dangers évités, jamais les opportunités de connexion perdues. La vraie tragédie de ce système, c'est qu'il le protège contre des dangers qui n'existent plus, tout en l'empêchant d'obtenir ce qu'il désire le plus, une connexion authentique et sécurisante. Son système de défense est devenu son propre obstacle, mais il est si automatique et si invisible qu'il ne peut même pas le voir fonctionner. Dans l'esprit de l'évitant, il y a une conversation constante entre différentes parties de lui-même. La partie qui désire l'amour, la partie qui en a peur et la partie qui essaie de gérer les deux. Cette conversation interne est souvent plus intense et plus complexe que tout ce qu'il exprime à l'extérieur. Quand vous lui dites que vous l'aimez, voici ce qui se passe réellement dans sa tête. Une partie de lui ressent une joie profonde et un soulagement. Une autre partie s'active immédiatement pour analyser les implications. Qu'est-ce qu'elle attend maintenant? Est-ce que je dois dire la même chose? Qu'est-ce que ça change dans nos attentes mutuelles?
Et une troisième partie commence à chercher des raisons pour lesquelles cet amour pourrait ne pas être durable. Cette analyse parallèle constante l'empêche de vivre pleinement le moment présent. Pendant qu'il vous embrasse, une partie de lui peut être en train de calculer si cette intimité va créer des attentes qu'il ne pourra pas satisfaire. Pendant qu'il vous fait l'amour, une partie de lui peut déjà être en train de planifier comment il va gérer l'intimité émotionnelle qui pourrait suivre. Dans sa tête, il y a aussi un système de comptabilité émotionnelle très développé. Il garde automatiquement le compte de qui donne quoi dans la relation, non pas par avarice, mais par peur d'être dans une position de dette émotionnelle. Si vous donnez trop, il se sent obligé de rendre, ce qui active sa peur d'être contrôlé. S'il donne trop, il se sent vulnérable, ce qui active sa peur d'être blessé. Ces pensées fonctionnent souvent par scénarios catastrophes involontaires. Quand vous planifiez un week-end ensemble, une partie de lui peut déjà imaginer comment ça va mal se passer, comment vous pourriez être déçu, comment il pourrait vous décevoir, comment ça pourrait créer des tensions. Ce n'est pas du pessimisme conscient, c'est son système qui essaye de se préparer à tous les dangers potentiels. Il y a aussi dans sa tête un mécanisme de traduction émotionnelle constant. Ces sentiments profonds sont automatiquement traduits en version plus sûre avant d'être exprimés. Je t'aime désespérément, devient tu me plais beaucoup. J'ai besoin de toi, devient c'est agréable d'être avec toi. Tu me manques terriblement, devient c'était bien hier soir. Cette traduction est si automatique qu'il peut ne même pas être conscient de ses sentiments originaux. Dans son monologue intérieur, il y a beaucoup d'auto-négociation. Je peux m'ouvrir un peu plus, mais pas trop. Je peux lui montrer que je l'aime, mais pas de façon trop intense. Je peux m'engager un peu plus, mais en gardant une porte de sortie. Il négocie constamment avec lui-même pour trouver le niveau optimal de connexion qui ne active pas ses systèmes d'alarme. Ses pensées incluent aussi beaucoup de préparation d'explications. Si jamais vous lui demandez pourquoi il semble distant, il a déjà plusieurs explications prêtes qui sont toutes vraies, mais partielles. Stress au travail, fatigue, besoin d'espace personnel. Il ne vous ment pas consciemment, mais il vous donne la version de la vérité qui protège sa vulnérabilité. Il y a également dans sa tête un système de tests constant. Il teste inconsciemment votre patience, votre compréhension, votre stabilité émotionnelle. Non pas pour vous punir, mais pour rassurer sa partie intérieure qui a peur que vous partiez au premier signe de difficulté. Ces tests sont sa façon de vérifier si vous êtes sûr émotionnellement. Ce qui se passe vraiment dans sa tête, c'est un effort constant pour résoudre l'équation impossible. Comment aimer sans risquer d'être blessé? Comment s'ouvrir sans perdre le contrôle? Comment s'engager sans devenir dépendant? Cette équation occupe une grande partie de son énergie mentale et explique pourquoi il peut parfois sembler absent, même quand il est physiquement présent. Au cœur du comportement évitant se trouve une peur si profonde et si primitive qu'elle opère souvent en dessous du niveau de conscience. La peur de l'annihilation émotionnelle. Ce n'est pas simplement la peur d'être blessé ou abandonné, c'est la peur terrifiante de perdre son identité, son autonomie, sa capacité à survivre émotionnellement de façon indépendante. Cette peur s'enracine dans une conviction profonde que l'amour authentique exige un sacrifice de soi qui pourrait être mortel pour son intégrité psychologique. Dans son système de croyance inconscient, aimer complètement signifie risquer de se perdre complètement. S'ouvrir totalement signifie devenir si vulnérable que l'autre personne pourrait le détruire émotionnellement. La peur cachée la plus profonde de l'évitant, c'est que s'il vous montre qui il est vraiment, vous découvrirez qu'il n'est pas assez. Pas assez intéressant, pas assez stable émotionnellement, pas assez capable d'amour, pas assez digne d'être aimé. Son système évitant le protège de cette découverte potentiellement dévastatrice en maintenant toujours une distance qui empêche une connaissance complète. Il y a aussi la peur de la fusion, qui est différente de la peur de l'engagement. La peur de la fusion est la terreur primitive de perdre les frontières du soi, de ne plus savoir où il finit et où vous commencez. Cette peur peut être si intense qu'elle active des réactions de panique au niveau cellulaire, même dans des moments d'intimité qu'il désire consciemment. Une autre peur cachée est celle de devenir comme eux, comme ces personnes qu'il perçoit comme étant trop dépendantes, trop nécessiteuses, trop vulnérables dans leurs relations. Il a souvent une image mentale de ce qu'il ne veut pas devenir,
quelqu'un qui perd sa dignité par amour, qui supplie, qui accepte l'inacceptable par peur de la solitude. Éviter l'intimité devient sa façon de s'assurer qu'il ne deviendra jamais cette version de lui-même qu'il méprise. La peur de la responsabilité émotionnelle est également centrale. Il a peur que s'il vous laisse l'aimer complètement, il devienne responsable de votre bonheur, de votre stabilité émotionnelle, de votre bien-être. Cette responsabilité lui semble écrasante parce qu'il doute de sa capacité à la porter. Il préfère limiter l'intimité plutôt que de risquer de vous décevoir ou de vous faire du mal. Il y a aussi la peur paradoxale d'obtenir ce qu'il désire. Une partie de lui a peur que si vous l'aimez vraiment, complètement, il n'aura plus rien vers quoi tendre, plus rien à conquérir. Son système est habitué à la tension de désirer ce qu'il ne peut pas avoir. L'idée d'être pleinement aimé et accepté peut activer une peur existentielle de l'ennui ou de la stagnation. La peur de la répétition des schémas familiaux est souvent inconsciente mais puissante. Il peut avoir peur de reproduire les dynamiques dysfonctionnelles qu'il a observées dans sa famille d'origine. Éviter l'intimité profonde devient sa façon de s'assurer qu'il ne deviendra pas comme ses parents, qu'il n'infligera pas aux autres ce qu'il a vécu. Une peur particulièrement insidieuse est celle de découvrir qu'il est fondamentalement défectueux dans sa capacité à aimer. En maintenant une distance, il peut préserver l'illusion qu'il pourrait aimer pleinement s'il le voulait. S'ouvrir complètement risquerait de révéler qu'il n'en est peut-être pas capable, une découverte qui remettrait en question son identité fondamentale. La peur de la perte de contrôle est omniprésente. L'amour véritable implique une perte de contrôle sur ses émotions, ses réactions, ses priorités. Pour quelqu'un qui a bâti sa sécurité sur sa capacité à tout contrôler émotionnellement, cette perte de contrôle peut sembler équivalente à la mort psychologique. Enfin, il y a la peur métaphysique de l'amour lui-même, la peur que l'amour soit quelque chose de si puissant qu'il pourrait changer fondamentalement qui il est. Cette transformation, même positive, peut être terrifiante pour quelqu'un qui a construit son identité autour de son indépendance émotionnelle et de sa capacité à survivre seul. Le paradoxe central de l'évitant est qu'il détruit souvent précisément ce qu'il désire le plus. Cet auto-sabotage n'est pas de la méchanceté ou de l'inconscience. C'est une stratégie de survie psychologique qui opère selon une logique émotionnelle très spécifique, même si elle semble irrationnelle de l'extérieur. L'évitant sabote ce qu'il désire parce que son système interne a appris qu'il est plus sûr de contrôler la perte que de risquer l'abandon. Si la relation va se terminer et son système pessimiste assume qu'elle se terminera, il préfère être celui qui choisit quand et comment, plutôt que d'être la victime passive d'un abandon qu'il ne peut pas contrôler. Ce sabotage fonctionne aussi comme un test de sécurité. En créant des difficultés dans la relation, il teste votre capacité à rester malgré les problèmes. S'il peut vous faire partir en étant difficile, c'est la preuve que vous n'étiez pas vraiment engagé. S'il ne peut pas vous faire partir, il commence à croire que peut-être vous êtes différente, peut-être plus sûre que les autres. Il y a aussi une logique de prévention de la souffrance dans son sabotage. Son système calcule qu'une petite souffrance auto-infligée maintenant, saboter la relation, est préférable à une grande souffrance potentielle plus tard, être abandonné quand il sera plus attaché. C'est comme quelqu'un qui se coupe le doigt pour éviter qu'on lui coupe la main. Le sabotage sert également à maintenir un sentiment de contrôle et de pouvoir personnel. Quand il détruit la relation, il peut se dire qu'il a choisi cette fin, qu'il était l'agent actif de son destin plutôt que la victime passive des décisions de quelqu'un d'autre. Cette illusion de contrôle est psychologiquement plus supportable que l'impuissance de l'abandon. Son autosabotage peut aussi être une forme d'autopunition inconsciente. Si une partie de lui croit qu'il ne mérite pas l'amour, saborer la relation devient une façon de s'assurer que l'univers reste cohérent avec cette croyance profonde. Il détruit ce qu'il désire pour confirmer son système de croyance sur sa propre indignité. Il y a également une dimension de familiarité dans ce sabotage. La souffrance de la perte auto-infligée est une souffrance qu'il connaît, qu'il sait comment gérer. L'inconnu de l'amour durable et sécurisant est plus terrifiant que le connu de la solitude et de la perte. Il choisit la souffrance familière plutôt que le bonheur inconnu. Le sabotage peut aussi fonctionner comme une stratégie de régulation émotionnelle, quand ces sentiments pour vous deviennent trop intenses,
trop difficile à gérer, créer du conflit ou de la distance devient sa façon de ramener son niveau d'activation émotionnelle à quelque chose de plus gérable. C'est comme baisser le volume quand la musique devient trop forte. Il peut saboter par loyauté inconsciente à sa famille d'origine. Si être heureux en amour signifie trahir le modèle familial, si cela signifie devenir différent de ses parents ou de ses frères et sœurs, une partie de lui peut préférer reproduire les schémas familiaux même s'ils sont douloureux. Son sabotage peut aussi être une stratégie d'évitement de la responsabilité. Maintenir une relation heureuse demande un effort constant, une attention continue, une capacité à gérer les conflits de façon constructive. Saboter la relation lui évite d'avoir à développer ses compétences et à assumer ses responsabilités. Il y a également une dimension existentielle à ce sabotage. L'amour véritable force à confronter des questions profondes sur le sens de la vie, la mortalité, la vulnérabilité humaine. Saboter la relation devient une façon d'éviter ces confrontations existentielles qui peuvent être psychologiquement épuisantes. Enfin, il sabote parfois par excès d'amour paradoxal. Il vous aime tellement qu'il croit que vous méritez mieux que lui. Dans sa logique tordue, vous faire du mal maintenant vous évite une plus grande souffrance plus tard quand vous découvrirez ses défauts et le quitterez. Il se sacrifie pour votre bien supposé, même si vous n'avez jamais demandé ce sacrifice. La vraie raison derrière le comportement d'un évitant n'est pas l'indifférence ou l'égoïsme, mais un système de protection émotionnelle complexe né d'un besoin légitime de survie psychologique. C'est un enfant blessé qui continue de diriger les réactions d'un adulte, un système d'alarme hypersensible qui détecte des dangers qui n'existent plus. Comprendre cette vraie raison ne signifie pas excuser tous les comportements blessants. Cela signifie voir la personne derrière le mécanisme, reconnaître la souffrance qui génère la défense et peut-être développer une compassion qui peut être thérapeutique pour vous deux. L'évitant n'est pas condamné à rester dans ce pattern pour toujours. Avec de la conscience, du travail thérapeutique et parfois l'amour patient de quelqu'un qui comprend sa vraie nature, il peut apprendre à faire confiance à nouveau, à s'ouvrir progressivement, à découvrir que l'amour peut être sûr. Si vous avez reconnu dans ce texte quelqu'un que vous aimez, j'espère que cela vous aide à voir ses comportements sous un jour nouveau. Si vous vous êtes reconnu vous-même, sachez que comprendre vos propres mécanismes est le premier pas vers la transformation. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre les dynamiques d'attachement évitant, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette perspective. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la psychologie relationnelle et les patterns d'attachement. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu avec quelqu'un d'évitant? Cette explication vous aide-t-elle à comprendre des comportements qui vous semblaient incompréhensibles? Votre témoignage peut aider d'autres personnes qui vivent des situations similaires. Rappelez-vous, derrière chaque comportement évitant se cache un cœur qui a appris à aimer à distance pour se protéger. Comprendre cette vérité peut transformer votre façon de vivre ces relations complexes mais souvent profondes.